Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette masterclass spéciale sur les kick-offs. Je crois qu'on vient de trouver notre formule, Eric. Moi, ce que je vous propose pour l'avenir, il s'agit de masterclass premium, mais évidemment, sur LinkedIn, vous êtes habitué à du gratuit. On ne va pas rompre complètement cette tradition. Euh, on va vous donner la première moitié gratuite sur nos masterclass premium pour Expresso Tech et la seconde moitié sera disponible de façon payant, puisque c'est là où on mettra le maximum de valeur. Et ce sera sous forme de micro-learning concrètement, donc une petite playlist YouTube, donc découpée par thème pour que ce soit plus facile à absorber, que vous ne soyez pas obligé de digérer un gros document. On vous donne aussi également, puisque vous payez, des supports, des templates, etc., tout ce qui fait que vous pouvez appliquer. Et puis ensuite, on peut vous accompagner si vous en avez besoin individuellement. On a fait en sorte que les tarifs soient à la fois professionnels, parce que si vous comparez facilement aux organismes de formation, eh bien, ce qu'on délivre est quand même à la fois de la même nature qualitative et du coup, par rapport au temps passé sur le même tarif. On n'est pas en catégorie amateur ici. Et en même temps, quelque chose d'abordable. Je pense qu'un freelance, un cadre peuvent tout à fait investir sur eux-mêmes et investir sur le tarif. Si vous trouvez que le tarif ne vous convient pas, vous nous en parlez. On regardera, ça nous servira ce feedback pour ajuster si besoin. Mais ne vous dites pas, j'achète pas parce que c'est trop cher ou pas assez cher, etc. Venez nous en parler, on est en plein lancement. On va voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui, j'ai invité Eric Dupuy-Lollier, parce que c'est la seule personne que j'ai trouvée sous la main qui voulait bien me suivre pour enregistrer cette masterclass en avance. On va croiser dans la rue, ça vous dit de parler de kick-off? Voilà, donc vous allez voir beaucoup nos têtes ensemble, Stéphane, à Stéphane Badreau aussi de Reken, et puis Eric Dupuy-Lollier. Eric, est-ce que tu veux bien te présenter? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es pertinent pour parler des kick-offs? Pardon. Pourquoi je Merci suis Eric, pertinent? et à bientôt. C'est ça. Donc moi, j'ai à peu près plus de 25, 27, si on est précis, années d'expérience dans les projets. Donc où j'ai fait donc beaucoup d'expériences variées, à la fois en gestion tradi, cycle en V, waterfall, que en agilité, et puis avec un parcours à la fois tech, de pilotage ou métier. Donc, je viens apporter mon expertise projet. Voilà. Et moi, de mon côté, même si je fais de l'IT depuis moins longtemps, parce que je suis beaucoup plus jeune qu'Eric, donc ça fait 17 ans quand même Le, le bullshit. comme développeur, et 7 ans maintenant comme Scrum Master. Donc vous voyez que bon, l'ambiance est détendue, il n'y a pas de raison de pleurer, hein, voilà. Mais c'est sérieux et vous allez voir que on a quand même travaillé un petit peu en amont et qu'on a des choses à vous dire. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est tant qu'à apprendre, eh bien, autant apprendre dans la bonne humeur. Donc, Eric, tous les deux, on n'est pas d'accord. C'est quoi ta définition à toi pour un kick-off? Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. C'est effectivement, c'est que les kick-offs formels qu'on a nommés kick-off, c'était des kick-offs effectivement sur de la gestion tradie, sur des grands projets. Et donc, dont le premier intérêt était d'expliquer comment on allait s'organiser et comment le projet allait se dérouler, et accessoirement, quand c'était pas moi qui le faisais, inspirant. Mais en gros, c'était un peu les deux sujets, et c'était plutôt quand même descendant. Oui. Mais ce qui s'applique à la gestion tradie, quoi. Donc, quand tu dis inspirant, c'est-à-dire que les gens venaient Dans avec des leur... grandes ESN aussi, il faut préciser. J'ai pas entendu. Dans des grandes ESN aussi qui sont très On a descendantes. tous les deux une expérience en grand compte. J'ai démarré ma première partie de carrière dans des SaaS. Depuis, j'ai beaucoup travaillé avec des grands comptes. Je suis toujours disponible et intéressé pour travailler avec des SaaS. Voilà. Et toi, tu as plutôt une expérience effectivement de type grand compte, ESN, etc. Pas que, mais aussi. C'est plutôt typé comme ça. Du coup, ce qui explique le choc des générations ou des quitants ou le choc de ce que vous voulez. Ces générations. Arrête de te voiler la face, tu es vieux. Bien. Euh, donc moi, j'ai plutôt l'idée qu'un kick-off, c'est pas une réunion.
on n'est pas là pour compter les pétales des marguerites. C'est pas un acte inspirant. Je viens pas avec ma guitare pour faire mes gammes. Voilà, on se tape pas un bœuf. C'est un acte fondateur qui doit garantir le succès d'un projet, d'un produit, d'une équipe. Ça doit générer de l'engagement. Si je ne ressors pas avec des gens qui savent que j'attends quelque chose d'eux et que je me suis engagé en face d'eux et qu'eux se sont engagés envers moi, j'ai raté mon kick-off. Et ça, c'est pas inspirant, ça. Non, mais je peux toujours porter une Rolex. Donc, Mais non, mais effectivement, mais on est d'accord sur le côté inspirant. On veut susciter l'engagement, on veut dynamiser aussi l'équipe pour qu'ils adhèrent un peu aux objectifs. C'est ce que j'entends par inspirant. C'est ce que tu dis exactement. oui, je suis un petit peu de mauvaise foi, je Et oui, l'avoue. ultra mauvaise foi. Vas-y, continue. Très bien. En fait, on veut. Alors, on va pas jouer comme certains de nos collègues au mode anti-bullshit, etc. Mais on veut éviter, en fait, effectivement, les écueils qu'on connaît tous, avec des grands raouts où les gens ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne sont pas vraiment d'accord avec ce qui se dit, mais ils n'osent pas contredire devant tout le monde. Et à la fin, en fait, ça ressemble à rien. On n'a pas de gens qui sont accountable, qui sont responsables, et le projet, le produit ou l'équipe ne fonctionne pas. C'est pour ça que je dis que le kick-off est un contrat de confiance. On est en train de nouer un contrat, et ça valide que l'équipe possède la vision, le quoi et la gouvernance, qu'elle l'a compris et qu'elle l'a intégré pour le fonctionnement dont elle aura besoin. Et l'étape suivante, ça me semble vraiment le point sur lequel il ne faut pas se quitter tant qu'on ne l'a pas. Il ne faut jamais se séparer sans s'engager sur un plan d'action. Je vois trop, alors déjà de réunions généralement qui se terminent sans plan d'action, mais alors un kick-off, c'est pire. Si les gens ne repartent pas en sachant ce qu'ils doivent faire, on a un problème. Par contre, on est de plus en plus dans des styles de management participatif, parce qu'on est dans des métiers du savoir et que les gens n'apprécient pas, n'arrivent pas à travailler sans devoir participer eux-mêmes à la création, justement, au moins des détails. Donc, on va fournir l'intention, on va guider, mais on ne va pas donner le détail des tâches. Voilà. Et là, par contre, on va plutôt voir qu'en fonction du type de kick-off, on va aller repartir avec ce plan d'action, mais ce n'est pas nous qui l'aurons décidé par avance, c'est plutôt les participants au kick-off. Alors, j'ai restreint le sujet de cette masterclass, parce qu'on n'a pas un temps infini, à 3 kick-off types qui sont récurrents dans les organisations. Alors, les premiers niveaux de kick-off qu'on trouve, qui sont très courants, c'est les kick-off projets, tout le monde en a vécu. Donc, on lance un projet, je suis chef de projet, je lance le projet et donc je vais réunir généralement les membres de l'équipe, si j'ai un petit peu de chance, des membres du management, et alors là, c'est la fête si j'arrive à avoir aussi des parties prenantes. Lorsque c'est un kick-off d'équipe, donc là, on pourrait parler de comment on va former l'équipe, ainsi de suite, mais là, je vais avoir besoin d'un type de kick-off. Je vais utiliser plutôt un type de kick-off plus participatif. Et si c'est un kick-off produit, là, on va plutôt fournir la vision globale et laisser les gens co-construire le produit parce qu'il y a tellement d'incertitudes, en fait. Il y a tellement de changements qui vont arriver qu'il faut il faut en fait décentraliser le pouvoir. Il faut qu'il soit plus près de l'exécution, un peu comme dans le mindset qu'on peut avoir chez Toyota. Donc, ce qui va nous aider à choisir le type de kick-off, la structure et le ton qu'on va adopter pour doser entre participatif et descendant, c'est le niveau d'incertitude. Si le problème et la solution sont connus, finalement, l'incertitude est faible et on peut être assez directif. Deuxième critère pour moi, c'est le niveau d'adhésion dont on a besoin. Quel niveau d'appropriation est nécessaire? C'est vrai que parfois, dans un projet, les gens ont juste à dérouler. Si je suis DBA et qu'on me fait venir un kick-off projet pour me dire que je serai responsable de la base de données, qu'il faudra que j'assure sa sécurité, que je travaillerai avec les développeurs, d'abord, un, c'est pas un scoop, et deux, j'ai pas besoin d'un niveau d'engagement supplémentaire par rapport au travail que je fais au quotidien généralement. Ton avis, Eric, sur le sujet?
Moi, j'avais un petit désaccord sur la participation du management et des parties prenantes. Moi, je trouve que c'est plutôt le contraire. On a tendance à beaucoup les avoir parce que c'est un moment où ils se montrent. Et c'est plus à d'autres moments où on aimerait bien les avoir que là où ils répondent pas toujours. Mais en général, ils aiment bien voir que ça va dans le sens qu'ils veulent. Donc en général, moi je dirais plutôt non. Ils ont tendance à être là, c'est pas une chance. En général, ils vont, ils vont privilégier d'être là à ce moment-là et ils vont un peu zapper les autres réunions, sprint review ou autres, où on peut parler du produit, où ils sont importants, mais ils vont économiser plus de temps en faisant comme ça. Je te concède le point, parce que j'ai vécu ça aussi. Et après, donc, pour ce qui est de l'incertitude, évidemment, quand on fait des formations déjà, ouais, sur l'agilité, parce que quand on fait du participatif, on va sur quelque chose qui est moins décrit et moins prescriptif. Et donc, c'est plus vers de l'agilité. L'agilité, elle vise entre le domaine simple et le chaos. C'est fait pour adresser les domaines complexes. Donc, on est entre, là, si on veut faire la maintenance des centrales nucléaires, le truc est assez cadré. On va peu innover. On va pas dire, tiens, si j'essaie de débrancher ça. Donc, effectivement, participatif, ça va être avec un niveau moyen. Sous-entendu que quand c'est le chaos, il n'y a rien de faisable, il faut essayer de réduire l'incertitude. Tout à fait. On est bien aligné. Alors, sur un kick-off projet, donc, on est plutôt dans une culture cycle en V, généralement. On est plutôt donc sur un mode hiérarchique, descendant, mais on va quand même avoir une phase consultative, notamment en amont, pendant le kick-off, mais aussi en amont. Il y a une grosse phase de préparation, justement, pour garantir que le RACI qu'on va exposer, eh ben, il tiendra le choc pendant le projet, parce que ça, c'est une des grandes maladies, un des grands classiques des projets, c'est que finalement, bah, les gens ne tiennent pas le rôle qui leur a été assigné dans le RACI, ils ne tiennent pas la responsabilité qu'ils devraient assumer. Et puis donc, en général, la comitologie vient plutôt globalement d'en haut, il y a des process qui sont établis, donc c'est validé avec le management et on va requérir les personnes nécessaires avec le mandat du management. Et on l'expose ensuite, on le valide officiellement pendant le kick-off, on redit les choses. Ce qui me paraît intéressant, c'est que finalement, dans les one-to-one, c'est assez facile d'avoir l'accord des personnes ou le désaccord franc. On a les gens tels qu'ils sont, et souvent, ils sont plutôt de bonne composition, je trouve, au début du projet. C'est plus tard que peut-être les choses peuvent devenir plus compliquées, mais justement, c'est le moment de nouer ces liens. Et ce qui me semble intéressant, c'est que souvent, au début des projets, on est tellement dans le flou qu'on n'est pas vraiment dans la gestion des risques. Alors, certains profils vont être en mode ils vont te faire une liste à la Prévert de tous les risques qui peuvent arriver, mais on n'est pas dans la gestion là. Le but du jeu, c'est vraiment, je pense aussi, de sortir de ce genre de kick-off avec une matrice des risques qui tient la route. On a vraiment identifié les risques principaux qui pourraient mettre en danger le projet et du coup prévu les contre-mesures qu'on allait mettre en œuvre et les indicateurs pour suivre ces risques. Donc, ce que je vous propose en sortie d'un kick-off projet, c'est d'avoir un RACI que vous avez préparé et validé en amont, une matrice des risques que vous avez initiée en amont et que vous revalidez parce que du coup, en fait, ces acteurs ne s'étaient pas vus avant, donc là, ils se voient pour la première fois. Éventuellement, ça peut être le cas. Et puis aussi, bah, le fameux plan d'action, le next step, quand est-ce qu'on se revoit, la clause de revoyure pour suivre les choses. Toi aussi, tu as une expérience de chef de projet, Eric, qui est sans doute plus long que moi. Tu vois ça comment, toi, un kick-off projet? Ce qu'on avait coutume de dire, c'est que le lancement du projet, c'est 20% de la réussite d'un projet. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on prépare beaucoup.
et qu'on fiabilise à mort. Donc, oui, donc ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Enfin, c'est des choses, c'est plus, enfin, les choses sont un peu décidées avant, mais l'idée, c'est d'aligner tout le monde et de partager l'information. Et plus que dire à un tel qui va s'occuper de ça, c'est de partager avec tout le monde que c'est un tel qui s'occupe de ça. Voilà. Et c'est là où, en fait, l'engagement est formalisé. C'est un peu comme l'adoubement des chevaliers. Je te fais chevalier, etc. Ainsi de suite. Mhm. Il y a un côté symbolique. Voilà. C'est pas symbolique, c'est l'aspect alignement, parce que il faut effectivement faut que 100% des gens sachent que voilà, que un tel va faire ça et qu'une telle va faire ça. Et c'est le moment, c'est un peu comme avec contrat de confiance au début, c'est un peu comme le mariage. Si vous voulez l'empêcher, c'est le moment de parler ou jamais. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, ben là, en fait, on se sert aussi, hein, c'est un outil de micromanagement volontaire et je trouve très sain. Les gens s'engagent. Voilà. C'est le moment, effectivement, si quelqu'un n'est pas d'accord, et s'il l'a exprimé avant ou qu'il s'en rend compte au dernier moment, bah, d'exprimer les choses parce qu'après, il s'est engagé publiquement et donc il est redevable par rapport au reste de l'équipe projet. Oui, on peut communiquer justement par rapport au fait que enfin, voilà, on adresse en tant que responsable. Il ne peut plus dire ah ben non, c'était pas à moi. Bah si, tu étais là, tu as Voilà. accepté. Donc, donc après, quand on demande une validation de document, ben, il faut qu'il fasse sa validation et il a accepté la responsabilité. Exactement. Et c'est vrai que le grand jeu dans beaucoup d'entreprises, c'est justement de ne pas décider de peur de porter la responsabilité de l'échec du projet. Et comme tout le monde se refile la patate chaude, ça devient un jeu assez malsain. Donc plutôt essayer d'aller vers un- une responsabilité collective qui n'est pas faite pour gommer les responsabilités individuelles, mais qui permet aux gens d'agir de façon beaucoup plus responsable dans l'intérêt du projet ou de l'entreprise. Pour un kick-off produit, là, on va être plutôt pour moi sur un style participatif cadré. Le but du jeu, c'est de créer un produit à succès, pas un livrable. Il y a beaucoup d'unknown au début, donc d'inconnus inconnus au début de ce genre d'aventure. Le management, son rôle là, ça me semble être de fournir le cadre, tandis que les parties prenantes et l'équipe vont co-construire alors la vision et l'exécution. Il y a quand même cette vision au départ, quand on lance un produit, il y a une phase préparatoire, on n'arrive pas comme ça en disant tiens, si on sortait un truc, voilà. Il ne sort pas de n'importe où le produit. Donc de la même façon, il y a une phase de préparation. Les livrables souhaitables, c'est la vision, on s'est aligné sur la vision, on a présenté une vision candidate où on a joué le jeu d'une forme de co-construction. Peut-être si on est au tout début et qu'on va procéder avec des ateliers participatifs du design thinking. Ensuite, un plan d'action global, un produit, même s'il va avoir une vie potentiellement très longue, on a forcément une idée de date de livraison pour certaines versions ou par rapport à des salons chez un éditeur, ce genre de choses. Et puis toujours, le next step, quand est-ce qu'on se revoit? Qu'est-ce qu'on a à faire d'ici à cette prochaine échéance? Ta vision sur les lancements de produits, toi, tu as assisté à beaucoup de lancements de produits? Non, pas trop. En fait, c'était plutôt des initiatives qui n'étaient pas forcément encadrées ou des choses qui étaient déjà démarrées. Euh, Moi, je suis interpellé par le terme de management. En fait, c'est plutôt le sponsor, quoi, en fait, non? Alors que le sponsor fournisse le cadre, non, le sponsor, Le sponsor, c'est il paye, donc il oui, cadre. voilà. Mais le cadre, en fait, concrètement, un kick-off produit, moi, j'interviens souvent en tant que Scrum Master. J'ai pas, en tant que chef de projet, réalisé de kick-off produit parce que j'étais beaucoup plus sur la partie déploiement et build. Euh, sur donc build sur des produits qui avaient déjà pas mal de vie, hein. Donc, sur un kick-off produit, enfin, moi, je vois le product manager, ceux que j'ai vécu, voilà, product manager, product owner qui sont là, et c'est eux qui sont souvent à la manœuvre, en fait. Nous, Scrum Master, on est
on est présent, mais on est rarement les plus consultés. Oui, On ouais, voit mais après, ça veut dire qu'il faut quand même le sponsor, quoi, parce que, et là, je pense que c'est extrêmement important, parce que le sponsor, c'est celui qui paye, et c'est celui qui a la volonté. Une volonté assez vague, hein, c'est une commande, en fait, qui passe au product management, donc au product owner, enfin, tous ceux qu'on peut inclure dans la gestion du produit, mais c'est lui qui a la volonté. Et en cas d'arbitrage, c'est par rapport à cette volonté précise qu'on va s'aligner. oui. Donc, ouais. C'est vrai que j'ai vu En gros, ce que je veux dire, c'est un peu ça le cadre. En gros, ça va être qu'est-ce qu'on veut chercher à faire, qu'est-ce qu'on cherche à faire plutôt, et à peu près le budget et l'investissement qu'on peut définir pour ce truc-là. Comme c'est de l'agilité, c'est pas encore complètement précisé. Le cadre est beaucoup plus restreint, effectivement, que dans un projet tradit, quoi. Voilà. Et puis il y a même maintenant un mode produit qui a supplanté le mode agile qui va au-delà, hein, avec des product operating models et vraiment un focus encore plus fort sur l'aspect produit. Le process a moins d'importance. Ce qui est plus important, c'est l'impact marché, ce qui est logique de toute façon. Même en tant qu'agile, je ne suis pas choqué par ça. C'est exactement ce que je veux. Ouais, Euh, là, moi, bon, je vais pas m'arrêter là-dessus, mais je suis pas d'accord pour mettre le produit en dehors de l'agilité. Pour moi, c'est un domaine et ça. C'est comme le craftsmanship, etc. Ce sera un autre débat. Ouais. On vous fera un 7 à 8 ou un droit de réponse spécial. Voilà, vous aurez l'occasion de nous voir. Tu as rangé tes gants de boxe dans ton placard? Ouais. Et D'accord. alors, du coup, le livrable souhaitable, c'est une vision, pas une visio, hein. On est d'accord. Oui, n'est-ce pas? Je vous remercie de mettre la honte devant tout le monde pour remarquer que j'ai fait une typo. C'est un plaisir, c'est gratuit. Merci beaucoup. Ok, donc on va reprendre ce diaporama avec ce N et sans N euh, pour, pour la suite de. Pour le coup, c'était ambigu parce que on pourrait dire que le kick-off, on l'enregistre parce qu'il fait référence à pas mal de choses qu'on aura précisées. C'était pas déconnant de dire visio, Par exemple. c'est Voilà. tout. Je voulais rebondir sur cette histoire effectivement, de sponsors. En fait, pour ce que j'ai vécu sur les produits, il y a un engagement très fort. Le sponsor est souvent de niveau CODIR et il a un engagement très fort face au reste de l'équipe de direction, face à l'entreprise. Hmm. Donc, effectivement, c'est pas idiot qu'il soit là parce que il y a un enjeu pour lui. Alors après, il arrive, moi j'ai déjà connu qu'il n'y ait pas de sponsor, hein. Que ce soit un peu, on a dit, tiens, ça serait bien de faire ça, mais derrière, tout le monde s'en fout, quoi, en gros. Ça m'est arrivé de vivre ça et ça marche pas. C'est l'histoire des product managers transverses ou product owners transverses. On leur donne un nom quelconque, mais en fait, en réalité, il faut qu'ils aillent négocier avec les équipes pour la réalisation. C'est assez atroce, ça. Mais ça dépasse le cadre Oui, de, de ce continue. qu'on fait aujourd'hui. Donc, un outil qui peut être utilisé. Ça te parle, toi, Eric, les OKR, tu les as déjà utilisés dans le contexte pro? Euh, les OKR, c'est-à-dire utiliser, mais utiliser bien. Ah non, personne ne les utilise bien, sinon, sinon on n'en parlerait Parce pas. que là, on cherche toujours, je crois. Euh, ouais, enfin, je suis pas. Ouais, les OKR, c'est pour cadrer un changement. Je suis pas certain qu'on puisse toujours formuler un produit comme une volonté de changement. Donc, ça peut être utilisable, effectivement. Moi, j'aurais tendance à dire que ça serait trans-produit, les OKR. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait certains OKR, enfin, il y a les OKR stratégiques et les OKR tactiques. Il peut y avoir des OKR tactiques qui soient justement liés à un produit, ou on peut avoir juste des key results qui soient spécifiques au produit. Très bien. Donc, c'est une façon de formuler qui est très en vogue actuellement et qui marche globalement bien, à condition que ce soit bien compris, hein, puisqu'un OKR, c'est très satisfaisant déjà quand on le remplit à 70%, mais c'est parce qu'il est ambitieux.
Mais disons qu'à 100%, c'est que c'est un mauvais OKR. Il n'a pas demandé d'effort, il n'a pas tiré l'entreprise dans la Il n'a pas direction. été suffisamment ambitieux, c'est surtout ça. Si tu es à 100%, c'est que tu as manqué d'ambition. Ouais. Sinon, traditionnellement, ce qu'on voit, c'est effectivement simplement un exposé d'une vision avec une North Star métrique, et puis ensuite décliné en objectifs plus fins, plus compréhensibles pour les équipes. Toi, ton rôle, ce sera de faire ça. Voilà ce qu'on veut à la fin, la big picture, et puis toi, ton rôle, c'est de faire ça dans le cadre de cette big picture. Pour un kick-off d'équipe, alors là, c'est déjà c'est le cœur de mon expertise, sans doute aussi de la tienne. J'ai eu l'occasion d'en former souvent. Souvent, j'ai plutôt assisté en fait, à des choses qui sont décidées d'un point de vue managérial et RH. Et donc, du coup, on n'a pas forcément les ingrédients pour former les équipes qui deviennent rapidement performantes. Donc ça, c'est un impediment qu'on voit régulièrement en prod. Donc, l'objectif sur un kick-off d'équipe, en ce qui me concerne en tant que Scrum Master, ça va être d'accélérer la phase forming du modèle de Tuckman, hein, donc qui compte 5 phases. Donc, la phase où l'équipe se forme, l'équipe où la seconde phase où l'équipe va commencer à avoir des conflits. Et ça, un conflit, c'est positif, hein, c'est générateur de choses très positives, si c'est bien géré. Pour que la phase de conflit soit vécue de façon suffisamment sereine et débouche rapidement sur la phase de performance, il y a une phase où on va poser des normes, et puis une phase souvent oubliée, malheureusement, c'est la phase donc adjourning dans le vocable anglais, donc la phase où on va dissoudre l'équipe, ou la phase où l'équipe va se recomposer parce qu'on ajoute ou on enlève des membres à l'équipe, et donc on va repasser ensuite par la phase de forming. Donc le but du jeu, là, c'est d'aller très vite dans cette phase pour créer d'emblée une cohésion forte et arriver le plus vite possible sur la phase performing. D'abord, c'est plus confortable pour les membres de l'équipe. De toute façon, on ne pourra pas empêcher de conflits, donc il ne s'agit pas de créer un univers sans conflit, juste faire en sorte que les conflits soient génératifs, c'est-à-dire les gens ont des opinions différentes et ça va permettre d'avancer, d'avoir des solutions plus créatives. Là, le rôle du management, il est fondamental, c'est de fournir le mandat de l'équipe, sa mission et ses ressources. Une équipe sans ressources, et ça m'est arrivé d'en connaître, eh bien, elle n'a pas vocation à continuer à vivre très longtemps. Une équipe sans mandat, et ça va souvent avec les ressources, eh bien, elle aura du mal à produire de la valeur, à avoir un impact. Et ce mandat, il faut qu'il soit accompagné d'une mission, que l'équipe sache clairement pourquoi elle fait les choses, non seulement ce qu'elle a le droit, ce qu'elle peut et doit faire, mais aussi pourquoi elle le fait. Kick-off d'équipe, tu en as vécu notamment des kick-offs sous forme de self-selection ou de marché aux compétences, ou Euh, plus traditionnel en management ça me faisait marrer quand on parlait, parce qu'effectivement, j'ai pas lancé d'équipe. Par contre, j'ai récupéré des équipes qui n'avaient jamais été lancées, en fait. Ah, elles étaient dans quels états? Dans quel état du coup? Je faisais du forming alors que l'équipe était constituée depuis un moment, mais c'était pas une équipe, quoi, en fait. Souvent, ce sont des Donc, groupes d'individus qui collaborent à peine, effectivement. et donc là, effectivement, ce que tu rappelles est important parce que c'est quand même beaucoup plus facile de le faire au début, lors de ce kick-off, qu'une fois que l'équipe est lancée. Et ce qui est important, moi je trouve que ce qui est vraiment important dans le kick-off d'équipe, c'est de créer la responsabilité de groupe et l'engagement. Tout Mais effectivement, ça dépend comment le management se comporte avec l'équipe. Je ne sais pas si c'est forcément ce que tu entends par mandat, mais en tout cas, il ne faut pas que les ressources, enfin les membres de l'équipe soient individualisés avec des objectifs très précis et individuels. Parce que derrière, on peut pas créer un esprit de groupe. Mais la responsabilité collective, c'est quelque chose qui est pas simple à saisir. Et c'est quand même beaucoup mieux quand on le fait au moment du kick-off que quand on essaye de rattraper le coup après. Là, ici, mandat, j'utilise comme dans le sens du mandat pour un coach ou pour un Scrum Master, par exemple, hein. C'est ce que tu as le droit de faire, ce qui est opposable aux autres, ce pourquoi tu es légitime. Tu sais, comme dans les films policiers, ton badge. Voilà. C'est le warrant. Voilà. Euh,
Eh bien, je crois que j'ai terminé mes slides. C'est pour ça que j'essaie désespérément d'aller à la slide suivante. Mais c'est pas mal, on dit dans les temps. Euh, Avant qu'on passe à, donc, du coup, à la partie payante de cette masterclass, déjà, je voudrais remercier d'être présent. C'est toujours agréable d'être vu plutôt que de parler dans le poste, dans le vide. Je pense que vraiment, il y a une matière là-dedans à laquelle on ne forme pas. C'est quelque chose, en fait, qu'on subit les kick-offs, on les découvre par la pratique, mais on ne se forme pas de façon intentionnelle pour faire de bons kick-offs. En fait, on improvise une méthodologie au moment de... Il y a des livres sur les kick-offs, et c'est ce qu'on vous livre, cette méthodologie qu'on vous donne dans la partie payante de la masterclass, avec en plus, parce que sinon, il suffirait d'acheter le livre à 23 euros, ou les livres à 23, 30 euros. Ce qu'on vous donne, c'est, comme ici, du vécu, de l'actionnable à votre portée. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez de cette masterclass, vous êtes en capacité pleine de faire. Vous avez tous les ingrédients, tous les éléments, les templates, etc. pour le faire. Alors, vous ne saurez pas animer tous les kick-offs de la Terre, mais je m'engage à ce que sur ces 3 kick-off types, vous aurez des templates, vous aurez une méthode que vous pourrez appliquer facilement. Donc, qu'est-ce que c'est que la structure d'un bon kick-off? Quel icebreaker pour quel contexte? Comment est-ce qu'on fait la clôture? Les risques qu'il y a? Comment on gère quand en fait justement on n'arrive pas à converger? Les cas un petit peu douloureux où on s'aperçoit qu'on n'a pas assez travaillé parce que les gens sont à distance, ils n'ont pas pu vraiment se parler, qu'on a échangé, mais c'était sur Slack en visio et la personne n'était pas à ce moment-là consciente vraiment de l'engagement qu'on allait lui demander. Donc, comment on rattrape un peu les choses? Quand la vision a du mal à émerger, quand la co-construction se fait moins bien, comment on fait? Est-ce qu'il faut forcer les choses? Est-ce qu'il faut au contraire se dire, on fait le constat aujourd'hui qu'on en est là, et puis on va ensuite planifier des actions pour continuer à raffiner la vision, etc., et le plan d'action. Donc ça, c'est tout ce que vous allez trouver dans cette masterclass payante. Eric, tu as fait combien de kick-off dans ta carrière? Moi, j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait quoi? Une demi-douzaine. J'ai fait aussi du team building. C'est quand même pas un événement quotidien, quoi. On anime ça une fois ou deux par an, grand maximum. Moi, j'ai eu beaucoup de gros projets, donc pour le coup, il n'y en avait qu'un. Oui, enfin, pas plus d'une dizaine, parce que ça reste des événements rares, effectivement. Et moi, ce que je voulais rappeler, c'est en fait, là, sur le principe de la masterclass, en fait, le choix qu'on a retenu, en fait, c'est effectivement d'être dans une approche de micro-formation qui est en fait calable pour une pause déj, quoi. En gros, clairement, sur le temps, on n'a pas le temps de faire trois jours de formation, mais par contre, on a un sujet particulier. C'est donc de la formation basée sur un use case, centrée sur un use case. Et sur le kick-off, il faut bien dire, il faut bien avouer et reconnaître qu'en général, la formation, on la fait après. On met quelqu'un sur un projet, on va le mettre sur une formation de chef de projet 6 mois après, quand il aura déjà de l'expérience. Moi, je ne suis pas fan de cette. Mais c'est un peu les pratiques sur l'agilité, c'est un peu aussi ça. Manque de bol, en général, le kick-off, il est passé, hein. Exact. Donc, pour préparer le kick-off, là, pour le coup, cette micro-formation spécifique au kick-off, qui, comme je le disais, représente à peu près 20% de pourcentage de réussite du projet, il ne faut pas le rater. On parle du Bien kick-off, vendu. c'est lié à toute la préparation qu'il y a avant, hein. Tout ça, c'est lié. C'est la partie, c'est la production en fait de tout le travail. Mais ça, c'est 20%. Si vous l'apprenez 6 mois après avoir lancé votre projet, ben, vous allez courir après le rattrapage, hein. Vous allez vous créer une dette technique de pilotage, je crois. Voilà. Bon, en dehors du FOMO, et évidemment, on est toujours intéressé pour vendre nos services. On est comme tout le monde, hein, on a besoin de travailler pour vivre. Mais pourquoi on l'a créé? Pour aider. Pourquoi on crée ces micro-formations sur et donc ces masterclass sur la refonte logicielle, sur les V2 des SaaS, etc. Parce qu'on assiste trop souvent à des naufrages. Alors,
Moi, je suis ravi, hein, c'est mon métier de venir en tant que pompier. Donc, continuez, s'il vous plaît, à échouer. Ce sera encore plus de travail pour moi. Mais enfin, je suis ravi sans l'être. Parce qu'évidemment, j'ai été à votre place et j'accompagne et j'ai accompagné des personnes qui sont à vos places et c'est toujours douloureux. Et je préfère de loin, plutôt que de venir réparer après, offrir aux gens ce que je sais, vous donner un cadre simple qui marchera dans la plupart des cas, vous donner des pistes pour pouvoir creuser vous-même, parce que ce qu'on dit nous, en fait, vous le trouvez facilement sur Internet si vous savez ce que vous cherchez, et donc vous guider pour avoir les bons réflexes et vous rendre opérationnel rapidement pour ne pas rater votre kick-off, ne pas non plus passer 3 semaines, 2 mois à préparer un kick-off à coup de réunions sporadiques, etc. Et donc, vous multipliez le temps des gens qui préparent le kick-off, 3, 4, 5 personnes, par le nombre de réunions. Ça fait des kick-offs qui coûtent cher, en plus des coûts de réalisation eux-mêmes du kick-off. Et puis en fait, en réalité, pendant qu'on est en train de préparer ces kick-offs, faute d'une vraie méthode qu'on peut partager ensemble, eh bien, c'est de l'improvisation, du sur-mesure sur le moment. Or, le sur-mesure et l'improvisation, c'est quand même beaucoup mieux quand ça se fait avec une vraie méthode. Voilà. Il y en a beaucoup qui me disaient que le métier de chef de projet, ça s'apprend sur le tas. Bien, ce sera l'objet d'un autre débat. Ouais. Les gants de boxe du Au-delà de ça, on peut préciser qu'éventuellement, effectivement, par rapport à ceux qui achèteront effectivement la masterclass, on restera disponible aussi pour répondre à des questions qui sera effectivement pas dans un blog, dans un espace où on pourra partager les réponses avec tout le monde, enfin partager les questions avec tout le monde. Voilà, on ne fera pas des heures et des heures de réponses aux questions, mais on répondra à la plupart des questions. Pour les questions confidentielles, donc de toute façon, vous aurez accès à moi parce qu'on se donnera rendez-vous concrètement sur le Slack Agile Tech. Vous aurez accès, comme tout le monde, au canal public questions-réponses, dans lequel vous pourrez poser des questions non confidentielles qui, du coup, bénéficieront à tout le monde. Et là, du coup, on ne regarde pas quand est-ce que vous avez acheté, si le ticket est périmé, etc. Évidemment, on reste disponible. Vous savez me joindre sur LinkedIn et vous savez aussi facilement me joindre en MP également sur Slack. Et évidemment, on vous aidera. Si ça ressort plutôt d'un consulting qui demande une bonne heure à y consacrer ou autre, évidemment, je vous enverrai vers mon Calendly, qui n'est pas gratuit, c'est évident, mais qui n'est pas non plus beaucoup plus cher que cette masterclass. Et comme on travaille entre professionnels, eh bien, vous saurez trouver le budget. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est hors de prix. On est toujours sur le même ordre d'idée, c'est que ce soit quelque chose que vous puissiez facilement actionner, même si c'est vous, en tant que freelance, qui le faites. Même si vous êtes salarié en poste, manager ou autre, voilà, ça demande un effort, c'est évident. Mais vous doutez bien que rien n'est gratuit dans la vie et qu'il faut bien effectivement que cette expertise qu'on a développée, c'est notre cœur de business et il faut bien effectivement qu'on la monnaie. Mais on n'est pas sur les niveaux de KPMG et compagnie. Voilà, on ne va pas vous mettre non plus le couteau sous la gorge et vous n'aurez pas besoin de vendre un rein pour pouvoir travailler avec nous. Ouais, mais je ne sais pas s'il faut aller sur ton calendrier. Je pense qu'il vaut mieux aller sur le mien. Moi, je crois que c'est une meilleure idée. Très bien. Nous allons donc en discuter en off. Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée.